Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la parenthèse étoilée. Pour ce mois de mars, nous aurons droit à 2 éclipses, une de soleil et une de lune, Saturne qui perd ses anneaux, l'équinoxe de printemps et le marathon Messier. Tout cela nous ferait presque oublier que la belle période planétaire touche à sa fin. Restez à l'écoute et je vous parle de tout cela après le générique. Bonjour et bienvenue dans la parenthèse étoilée, le podcast des passionnés du ciel présenté par Alain Jupin. Comme à l'accoutumée, vous retrouverez dans ce 38e épisode l'agenda céleste du mois, suivi des éphémérides planétaires et lunaires, avant de terminer par mes idées d'observation. Je rappelle que, quelle que soit la plateforme, j'indique les horodatages des différentes sections et points importants dans la description liée à ce podcast. Autre point important, sauf indication contraire, les heures sont données en heures universelles, ceci pour que chacun puisse en fonction de son fuseau horaire faire la conversion plus aisément. L'agenda du ciel, au jour le jour. Débutons cet agenda céleste avec le 1er mars pour observer un superbe trio formé du minuscule croissant de lune, coincé entre les planètes Mercure et Vénus. Le 6 mars, il sera possible d'observer le X et le V lunaire aussi bien de jour que de nuit. Le 11 mars, les planètes Mercure et Vénus sont en conjonction et observables au ras de l'horizon ouest. L'éclat de Mercure est de plus en plus faible et il faudra un ciel bien limpide pour l'observer à l'œil nu. Mais aucun problème pour faire l'observation de Mercure aux jumelles, mais il sera peut-être difficile d'avoir les 2 planètes dans le champ de vos jumelles, ça dépend un petit peu de celle-ci. Autour du 15 mars, la planète Mars nous surplombe quasiment depuis le zénith. Avec les étoiles Aldébaran, l'œil du taureau, Bételgeuse d'Orion et Capella du cocher, vous pourrez alors observer un camailleux orangé du plus bel effet. De la mi-mars jusqu'à quasiment la fin du mois, le soir, les astrophotographes pourront immortaliser la lumière zodiacale surplombée par l'arche galactique. En Europe, c'est l'une des meilleures périodes pour réaliser ce type de cliché. Du 9 mars au 6 avril, vous pouvez, en théorie, écumer les 110 objets du catalogue Messier en une seule nuit. C'est ce que l'on nomme le marathon Messier, l'un des plus populaires challenges d'observation astronomique. Mais pour le cru 2025, la meilleure période sera du 22 au 29 mars, ceci pour ne pas avoir une lune trop gênante pouvant gâcher votre effort. Terminons le mois avec le 30 mars et le retour à l'heure d'été. À 2h du matin, il faudra ajouter 1 heure à vos montres et jusqu'au dimanche 26 octobre, nous serons 2 heures en avance sur celle du soleil. La visibilité des planètes. Commençons par Mercure, elle sera visible en début de mois et à son élongation maximale le 8 à 18 degrés du soleil, mais s'éloignant de nous, son éclat est en chute libre. Dès la mi-mars, elle sera rapidement impossible à repérer avant d'être en conjonction solaire le 24 mars. En Europe, c'est l'une des meilleures périodes de visibilité en soirée pour 2025, alors profitez de cette courte période d'observation optimale. Sous les tropiques, les conditions sont excellentes sous le tropique du Cancer, mais un peu moins bonnes qu'en Europe sous le tropique du Capricorne. À partir du 15 mars, Mercure sera rétrograde, et ce pour 23 jours. Pour Vénus, les conditions d'observation vont se dégrader rapidement et de manière spectaculaire, avant d'être en conjonction solaire le 23 mars. Si elle se couche pratiquement 3 heures après le soleil en tout début de mois, dès la mi-mars elle se couche seulement 3/4 d'heure après lui, se perdant alors dans les lueurs du crépuscule. Mais naviguant loin au-dessus de l'écliptique, vous la retrouverez dès le matin du 20 mars, de l'autre côté du soleil, en fin de mois, elle se lève quasiment 1 heure avant lui. Sous les tropiques, les conditions d'observation seront sensiblement identiques à celles de l'Europe, à ceci près que sa période d'invisibilité autour de sa conjonction solaire sera un petit peu plus courte. A noter qu'à partir du 2 mars, elle sera rétrograde,
et cela pendant 42 jours. Pour Mars, elle est visible une grande partie de la nuit et ne se couche que peu de temps avant l'arrivée des premières lueurs du jour. S'éloignant de la Terre, son éclat va grandement diminuer, de même que sa taille, mais les conditions d'observation restent malgré tout encore assez bonnes. C'est valable aussi bien en Europe que sous les tropiques. La géante gazeuse Jupiter est elle aussi observable jusqu'en milieu de nuit, que ce soit en Europe ou sous les tropiques. S'éloignant elle aussi de la Terre, la baisse de son éclat commence à devenir sensible comparée aux derniers mois. On arrive lentement mais sûrement sur la fin de sa très belle période d'observation, alors profitez-en. Pour la planète Saturne, elle est inobservable car en conjonction avec le Soleil le 12 mars. Le 23 mars, la Terre passe dans le plan des anneaux de Saturne. Ces derniers ne faisant qu'une centaine de mètres d'épaisseur, ils ne seront donc plus visibles depuis la Terre. Mais cela ne sera malheureusement pas observable, peu importe l'endroit du globe où l'on se trouve, car Saturne est maintenant noyé dans la clarté du jour. Si vous voulez observer le phénomène de la disparition des anneaux de Saturne, je vous donne rendez-vous en 2038 ou 2039. Sous les tropiques, notamment celui du Capricorne, il sera de nouveau possible de la repérer dans le ciel du matin en toute fin de mois. Pour les autres, il faudra encore patienter. Uranus est observable en première partie de nuit et plonge sous l'horizon peu après minuit. Avec des yeux de lynx et dans un bon ciel, vous pourriez même la repérer à l'œil nu lors d'une nuit sans lune. Le 3 mars, Uranus quitte la constellation du Bélier pour débuter sa longue traversée du Taureau qu'elle quittera en août 2032. Dans un télescope, on la distingue facilement des étoiles environnantes car elle nous apparaît comme un tout petit disque bleu turquoise. Mais nous arrivons pour elle aussi à la fin de sa période d'observation, de surcroît avec les jours qui rallongent de plus en plus vite. Pour la plus éloignée des planètes, Neptune, elle est inobservable et ce pour encore de longs mois. Elle sera en conjonction solaire le 19 mars et également au plus loin de la Terre, à environ 4,6 milliards de kilomètres de nous. Il faudra attendre la fin de l'été pour l'observer de nouveau dans des conditions correctes. Pour finir, toutes ces planètes orbitent autour du Soleil. Il sortira de la constellation du Verseau le 12 mars pour rejoindre celle des Poissons. Ce mois-ci, les jours rallongent toujours et de manière très rapide. Aux alentours de l'équinoxe, c'est d'ailleurs le moment où les jours rallongent le plus. C'est chaque jour 5 minutes supplémentaires d'ensoleillement. Et puisque nous parlons de l'équinoxe justement, celui du printemps aura lieu le 20 mars à 9h01. Marquant la fin de l'hiver, la saison la plus courte de l'année. Au XXe siècle, l'équinoxe de printemps a toujours eu lieu le 20 ou le 21 mars, mais à partir de 2044, il commencera régulièrement à se produire le 19 mars, en tout une vingtaine de fois pour ce XXIe siècle. Et pour la date du 21 mars, eh bien sachez qu'elle ne se reproduira pas au XXIe siècle, il n'y a eu que 2 fois. Alors de mémoire, c'était en 2003 et en 2007. Les éphémérides lunaires. Ce mois de mars débutera avec un très fin croissant de lune. Le jeudi 6, ce sera le premier quartier visible dans la constellation du Taureau. Le vendredi 14, ce sera une pleine lune dans la constellation du Lion. Ce mois-ci, selon les régions du monde, elle est surnommée la pleine lune des sucres ou encore des tempêtes en référence aux fameuses giboulées de Mars. Le dernier quartier aura lieu le samedi 22 dans la constellation du Sagittaire. Et nous terminerons le mois avec une nouvelle lune le samedi 29 mars dans la constellation des Poissons. Le 2 mars, Lune et Vénus seront en conjonction et ce sera observable à l'œil nu et peut-être aussi aux jumelles, mais au chausse-pied. Il faudra pour cela scruter l'horizon ouest. Le 6 mars, la Lune gibbeuse viendra faire une lointaine visible de Jupiter. Les deux astres étant séparés d'un peu plus de 5 degrés, ils s'observeront dans des jumelles. Le 9 mars, Lune et Mars seront en conjonction. Il est possible d'observer ce duo à l'œil nu
et aux jumelles dès le coucher du soleil. Mais les plus téméraires d'entre vous pourront tenter d'observer le timide éclat martien aux jumelles en plein jour, environ 1 heure avant le coucher du soleil. Le 14 mars, pour la pleine lune, ce sera une éclipse totale de lune, centrée sur le continent nord-américain. Le phénomène sera visible dans sa totalité pour les Canadiens, Américains, Antillais, Guyanais, les Polynésiens et une grande partie de l'Amérique latine. En Europe, le phénomène ne sera vu qu'en partie, puisque nous verrons l'entrée de notre satellite dans la pénombre à 3h57, puis dans l'ombre de la Terre à 5h09. Malheureusement, la Lune se couchera avant même que la phase de totalité n'ait débuté, ce qui se produira à 6h26 pour se terminer à 7h31. À 8h47, c'est la sortie de l'ombre, puis à 10h pile, celle de la pénombre, marquant la fin du phénomène. Pour clôturer ce chapitre, le 29 mars, c'est cette fois-ci à la Terre de passer en partie dans l'ombre de la Lune, pour une éclipse partielle de Soleil. En effet, nulle part sur Terre le phénomène ne sera visible en totalité, puisque notre planète ne fait qu'effleurer le cône d'ombre lunaire. En France, sur la Côte d'Azur, c'est 20% du disque solaire qui sera occulté, alors qu'en Bretagne, ce sera quasiment 45%. À vous de choisir votre camp, en fonction de la couverture nuageuse. Le phénomène se produira à 11h universelle, c'est-à-dire environ midi en France hexagonale. Je rappelle que l'observation du Soleil est la seule observation dangereuse en astronomie. Observez l'éclipse uniquement avec les filtres ou lunettes spéciales éclipse et en cas de doute, abstenez-vous. Les idées d'observation. La partie bien visible du zodiaque s'étendra du Bélier, qui sombre rapidement dans les dernières lueurs du crépuscule, et jusqu'au Sagittaire qui refait surface en toute fin de nuit dans les premières lueurs du jour. En milieu de nuit et en milieu de mois, la constellation de la Grande Ourse est accrochée au zénith, entourée des chiens de chasse, du Petit Lion, de la chevelure de Bérénice, du Dragon, du Lynx et enfin de l'insaisissable Girafe. Ce mois-ci, je vous propose de repérer la constellation de l'Hydre. Située à l'est de la brillante étoile Procyon du Petit Chien, elle s'étire sur environ 90 degrés, c'est-à-dire environ un quart de la sphère céleste. La tête se situe au sud du Cancer, et son corps sinueux serpente au sud du zodiaque jusqu'à la Balance. C'est la plus vaste et la plus longue des 88 constellations modernes. Mais en tentant de la repérer, vous allez vite déchanter, car elle ne contient que 2 étoiles brillantes. Alphard est l'étoile la plus brillante, de magnitude 2, située dans le cou de l'animal, et Epsilon Hydrae, une étoile multiple, de magnitude 3, composée de 5 membres, située dans la tête. Avec un tel nom, vous pourriez penser qu'il s'agit d'un animal fantastique imaginaire issu tout droit de la mythologie. Eh bien vous avez raison, puisque cette constellation est connue depuis le 3e siècle avant notre ère. Il s'agit d'un serpent monstrueux à 7 têtes qui peuvent repousser à mesure qu'on les coupe, sauf évidemment si on les abat toutes d'un seul coup. Mais il s'agit aussi d'un animal marin primaire bien réel, ayant d'ailleurs la même caractéristique que son homologue mythologique. Dans cette constellation, je vous propose d'observer M48. Il s'agit d'un amas ouvert distant de 2500 années-lumière environ. Il est peuplé d'environ 80 étoiles de concentration assez moyenne. N'importe quel télescope ou lunette conviendra pour l'observer, mais préférez un grossissement d'environ 50 fois. Il s'observe également aux jumelles et paraît-il aussi à l'œil nu dans un très bon ciel. Ensuite, je vous propose, toujours dans l'Hydre, l'amas globulaire M68. Il est distant d'environ 33 600 années-lumière et il est en orbite autour de notre galaxie, la Voie lactée, avec une excentricité très marquée, pouvant l'éloigner jusqu'à 100 000 années-lumière du centre galactique. En Europe, il reste bas sur l'horizon, ce qui ne facilite pas son observation. Préférez une nuit sans lune, avec un ciel le plus limpide possible. S'il se distingue déjà dans des jumelles, il faudra tout de même un instrument de bon diamètre et un grossissement d'environ 100 fois pour l'apprécier pleinement. Pour terminer cette exploration de l'Hydre, je vous propose M83.
une galaxie spirale, mais en Europe elle reste très basse sur l'horizon, à une quinzaine de degrés au-dessus de celui-ci tout au plus. La transparence du ciel sera un facteur déterminant pour l'observer, de même qu'un télescope de bon diamètre. Dans la constellation du Cancer, je vous propose l'observation de M67. Il s'agit d'un amas ouvert distant de 3000 années-lumière environ. Il est peuplé d'une centaine d'étoiles de concentration moyenne. N'importe quel télescope ou lunette conviendra pour l'observer, mais préférez un grossissement d'environ 100 fois. Il s'observe également aux jumelles dans un très bon ciel. Et enfin, terminons avec l'un des objets les plus insolites du catalogue Messier. Il s'observe toute l'année, car circumpolaire, est situé dans la constellation de la Grande Ourse. Il s'agit de M40, une étoile double, non pas binaire mais optique, autrement dit les deux étoiles ne sont pas liées entre elles par la gravité. Il n'y a pas besoin d'un gros diamètre car les étoiles sont assez brillantes, mais par contre, il faudra un grossissement assez fort d'au moins 100 fois, voire au-delà si vous le pouvez, afin d'apprécier pleinement ce petit duo céleste. Et comme d'habitude, les objets présentés le mois dernier, ainsi que dans l'épisode de mars de l'an dernier, restent en grande partie d'actualité. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne manquer aucune des prochaines sorties. Vous pouvez également vous abonner à la lettre d'information. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux de la Parenthèse étoilée sur Facebook et Instagram. Pour conclure, restez curieux, restez émerveillés et n'oubliez pas de lever les yeux et d'admirer le ciel et les étoiles, même pour quelques minutes et même à l'œil nu.